Chers amis cinéphiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et surtout que vous avez la patate pour cette vidéo de rentrée des films du vendredi dans laquelle je vais revenir sur 3 films dont on a beaucoup parlé cet été. Alors certains ont été salués par la critique, d'autres un peu plus boudés et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi: Eddington, Valeurs sentimentales et Alpha. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale rentrée 2025 des films du vendredi, je vous propose 3 rattrapages de juillet et août. Alors je vais commencer par le film le plus lointain, sorti en juillet. Il s'agit d'Eddington, écrit et réalisé par Ari Aster, ce cinéaste américain qui a beaucoup apporté au genre de l'horreur en 2018 avec Hérédité, souvenez-vous, qui avait mis tout le monde d'accord presque comme spectateur. Il y avait un traitement psychologique de l'horreur à travers un drame familial sombre, une esthétique, une mise en scène qui avait fait l'unanimité. Moi, ça a été mon cas, j'ai beaucoup aimé Hérédité, ça fait partie des grands films d'horreur de ces dernières années. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a eu Midsommar. Alors, c'est un petit peu plus divisé, la presse et les spectateurs, mais moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est jamais facile, déjà, le passage au deuxième film. Parfois, ça définit tout le reste d'une carrière de cinéaste. Et là, pour le coup, il y avait ce traitement solaire de l'horreur, c'est-à-dire que je trouve qu'Ari Aster, avec ce film, avait réussi à montrer qu'on pouvait faire jaillir de l'horreur à travers des séquences lumineuses, solaires, quasi joyeuses, avec toutes ces séquences de jour, tournées de jour. Donc c'est vrai, de créer de l'horreur comme ça, avec autant de lumière, je trouvais qu'il apportait quelque chose encore avec ce deuxième film. Alors par la suite, il y a eu Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix, qui a beaucoup plus divisé, disons les choses. C'est vrai que c'est un film pas toujours évident à appréhender, c'est assez dense, 3 heures, donc c'est pas toujours digeste en fait, ce film, voilà. Mais néanmoins, j'ai aimé me perdre dans cette aventure onirique, dans ce cauchemar éveillé avec Joaquin Phoenix pendant 3 heures, parce que je trouve que par moments, quand même, il y a de très beaux tableaux qui émergent, et je trouve que le mot est fort, des tableaux, c'est véritablement ça, tellement c'est plastique, esthétique. Donc je vous recommande cette aventure très, très barrée de Beau is Afraid. Voilà, ça fait partie des expériences sensorielles oniriques comme on aime parfois retrouver au cinéma. Donc n'hésitez pas à donner une chance quand même à l'expérience Beau is Afraid. Et enfin, donc, nouveau film d'Ari Aster, le 4e, avec un sujet beaucoup plus politisé. Cette fois-ci, Ari Aster ajoute encore à son cinéma un peu horrifique, thriller, beaucoup de comédie, beaucoup de politique en fait, donc un peu plus engagé. Avec cette histoire de Covid, alors évidemment, ça nous rappelle tout ce qu'on a vécu en 2020. Alors on retourne justement en 2020, on est dans une petite ville donc, du Nouveau-Mexique, donc Eddington, dans laquelle en fait le shérif Joe Cross, en fait interprété par Joaquin Phoenix, va s'opposer au maire de la ville, Ted Garcia, interprété par Pedro Pascal, qui a pas mal le vent en poupe ces derniers temps comme acteur, il faut bien le reconnaître. Et donc le maire de la ville en fait impose un confinement, impose également le port du masque. Donc évidemment ça rappelle tout ce qu'on a vécu, aussi le traitement médiatique de cette épidémie de Covid, toutes les règles, les mesures, pas toujours évidentes pour la population aussi à accepter. Forcément ça c'était un petit peu, ça a divisé bien sûr cette époque-là avec tous les mouvements sur les réseaux sociaux qui sont apparus pendant cette période. C'était devenu, c'était panique à bord. Il y avait ceux qui étaient pro-masques, qui étaient pour les masques, les anti-masques, ceux qui étaient pour les vaccins, anti-vax, etc. Donc ça avait vraiment divisé la population. C'était un peu... on a un peu l'impression que le message du film, c'est un peu divisé pour mieux régner, quoi. Voilà. Donc ça nous rappelle un peu, en tout cas c'est la lecture d'Ari Aster, bien sûr, sur cette période Covid.
Et donc, au-delà de ça, c'est un film aussi qui va revenir aussi sur tous les mouvements, Black Lives Matter aussi, donc contre le racisme. Il va y avoir aussi un sujet sur la pédocriminalité, il va y avoir un sujet sur les antifas, sur le terrorisme, etc. Donc c'est un film qui, en fait, va un peu partir dans tous les sens, en fait. C'est à la fois sa force et sa faiblesse en même temps. C'est qu'il va traiter beaucoup de sujets comme ça, à droite, à gauche, et pas toujours, je trouve, mêler tout ça avec une certaine maestro, quoi. Voilà, je trouve que ça c'est un peu éparse, ça va un peu dans tous les sens. Malgré tout, il y a des séquences qui sont quand même assez intéressantes. Il y a beaucoup de séquences où on est quand même derrière des smartphones comme ça à tweeter des trucs. On a aussi le discours sur les influenceurs, tout ça. Donc c'est un film voilà qui veut ajouter une petite touche aussi western avec ce shérif, avec ce chapeau, etc. Ce décor du Nouveau-Mexique pour donner un petit côté visuel. Rappeler aussi que finalement pendant la période du Covid, certainement on était revenu aussi à une époque assez lointaine parce que voilà, il y avait un côté un peu où tout le monde pétait un peu les plombs, quoi. Voilà, hein, de toute manière, voilà, on sent bien qu'en plus de ça, c'est une Amérique malade en même temps qui est décrite avec un système qui ne fonctionne pas, qui montre tout de suite ses failles. Donc voilà, c'est assez politisé. Alors même s'il se mouille pas forcément complètement sur le message du film, il met en tout cas très en exergue, hein, parfois même de manière un tout petit peu caricaturale, histoire de bien grossir le trait pour faire comprendre certaines choses aux spectateurs. Voilà, il arrive quand même à faire passer certains messages. Il y a des séquences assez drôles, alors parfois c'est assez tragique, mais c'est tellement poussé à son paroxysme parfois qu'on finit par rire de séquences un peu dramatiques. Il y a aussi ce personnage interprété par Austin Butler, hein, Vernon, qui va être donc le nouvel ami ou petit ami, on ne sait pas, de sa femme en fait, hein, de la femme de Joe Cross, et donc qui lui en fait montre que les idées s'extrémisent aussi hein, dans cette période, à tel point que lui carrément tombe dans une secte et va peut-être emmener aussi donc Louise, interprétée par Emma Stone, dans cette secte aussi. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu c'est panique à bord, hein, clairement. C'est la panique à bord depuis l'épidémie de Covid, depuis aussi l'envie de changer les choses et à force de vouloir en fait se faire justice en fait voilà, ça va montrer les limites aussi de l'envie de pouvoir aussi, puisque Joe Cross en fait va se présenter aux élections. En fait, il va en réaction aux mesures prises par Ted Garcia, il va se lancer dans une carrière voilà, politique, vouloir remplacer le maire et se faire élire. Et donc, c'est à partir de là qu'il va y avoir des pétages de plomb. Il y a même une séquence dans les quelques dernières minutes du film où on est carrément presque dans un jeu vidéo, parce qu'en fait, la manière dont c'est mis en scène, en fait, dont c'est filmé, cadré, avec ce plan séquence très très fort à un moment donné, où on suit Joe Cross qui va commencer à déambuler en fait de nuit dans Eddington, et puis qui va tomber dans une armurerie, donc il va s'armer, et donc il y a toute une esthétique, toute une manière de cadrer qui rappelle en fait ce qu'on a pu vivre aussi dans l'art vidéoludique, hein, bien sûr, dans plein de jeux vidéo d'FPS, etc. Donc ça va jouer un petit peu quand même, hein, il y a des effets de mise en scène qui sont quand même bienvenus, voilà, il y a quand même un trait, voilà, je trouve par contre qu'il y a certains personnages qui sont un petit peu esquissés, voilà, on s'attarde pas trop sur le personnage de la mère de Louise, par exemple, ça aurait pu être intéressant parce que elle est très complotiste, justement, donc on voit les complotistes, on voit aussi ceux qui veulent tirer profit aussi, pas toujours de manière bienveillante, d'une situation, d'un mouvement, d'une tendance, comme une trend sur les réseaux. Donc ceux qui s'approprient ça voilà, pour finalement de manière assez égoïste, quoi. Donc voilà, tout le monde protège un peu ses intérêts, tout le monde veut aussi faire avancer les choses, mais en même temps, chacun la joue très perso. Donc il y a quand même des messages quand même, hein, qui sont véhiculés, bien sûr. Il y a un calque sur la société de ces dernières années. Évidemment, c'est la vision d'Ari Aster, hein, on n'est pas obligé d'être évidemment d'accord avec lui. Toujours est-il que par rapport à ce qu'il veut faire ressentir aux spectateurs, c'est-à-dire cette suffocation d'une Amérique qui ne marche plus, parce que c'est aussi question de l'Amérique, c'est pas simplement ce phénomène international du Covid, c'est aussi et surtout une critique de l'Amérique.
Donc, et moderne a fortiori, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien réussi. Je dirais qu'il arrive quand même à nous montrer ce pétage de plomb, cette cocotte minute qui finit par exploser à la fin du film parce que, bah, en fait, ras-le-bol, voilà, qu'on nous dicte ce qu'on doit faire, le libre arbitre qui est quand même mis à mal. Donc voilà, c'est tout ça dont on va parler ce film. Donc écoutez, voilà, je terminerai donc sur Eddington, qui est une séance qui n'a pas été désagréable pour moi, je dirais. Je pense qu'au contraire, j'ai passé quand même un bon moment. C'est pas un film que je reverrai, voilà. Par contre, ça c'est clair. À la fin du film, je me suis dit que je le reverrai certainement pas. Mais je vous recommande quand même de vous faire votre avis, surtout si vous avez une carte UGC. Voilà, peut-être pas payer votre place à l'unité pour voir ce film. Vous pouvez peut-être le rattraper. Voilà, je pense que c'est intéressant de voir toujours un film d'Ari Aster. En fait, il y a toujours des choses à en tirer. C'est jamais foncièrement mauvais, je veux dire, mais il y a toujours au moins un élément de mise en scène ou une petite idée qui va jaillir pendant le film, une séquence particulière qui va vous rester. Et ça, c'est souvent les films aussi qui sont forts, c'est dont on peut parler encore derrière, se souvenir de certaines séquences fortes pour pouvoir débattre, voilà. Donc il y a quand même matière à ça. Je dirais qu'il y a peut-être un petit peu un problème de rythme. Parfois, on s'ennuie un peu. Il a tendance à répéter beaucoup de fois la même idée, hein, notamment sur le complotisme. 10 fois, on va avoir le personnage de la mère on a compris qu'il y avait du complotisme, on a compris qu'il y avait aussi des gens qui tiraient profit voilà, des trends et tout, mais c'est un peu répétitif à ce niveau-là. Alors juste pour terminer sur la partie critique, hein, foncièrement, il y a une séquence aussi qui m'a un peu dérangé, que je trouve un peu mal amené, c'est la révélation que va avoir le personnage amérindien. Voilà, à propos d'un message qui va être inscrit sur un tableau. J'en dis pas plus, voilà, hein, je spoil pas, mais vous me voyez venir. Il va avoir une révélation. Et là, pour le coup, enfin en tout cas, pour moi, c'était pas clair immédiatement, hein. Voilà, vous allez voir cette révélation. Après, on le comprend quand même par les séquences qui vont suivre. On sait que ce personnage va changer son point de vue sur tel autre personnage. Je fais attention de ne pas se révéler. Mais on le comprend par la suite un peu, bien sûr, mais sur le coup, pas vraiment. Voilà, quand il a cette révélation. C'est tout, voilà. Mais ça reste une expérience intéressante. C'est pas le meilleur Ari Aster pour moi, non. Je préfère même Beau is Afraid, même si il est peut-être il est beaucoup plus difficile d'accès, je pense, Beau is Afraid, mais à la limite, il y a peut-être plus d'inventivité que sur ce Eddington qui s'étire un petit peu quand même, hein. Il aurait pu aller un tout petit peu plus à l'essentiel, pardon, un petit peu cuté. Parce que voilà, c'est un petit peu long pour ce que ça raconte. Voilà, on a un peu compris au bout d'un moment, c'est un peu de la redite, donc voilà. C'est tout ce que je dirais sur Eddington d'Ari Aster. Faites-vous votre propre opinion. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ce film, ça m'intéresserait. Et également, vous pouvez jeter un œil à ma vidéo sur Beau is Afraid où je reviens justement plus en profondeur sur ce film. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste ici. Je vous propose de passer maintenant au second film du jour, et il s'agit de Valeurs sentimentales, le nouveau Joachim Trier, ce cinéaste dano-norvégien, qui avait révélé en 2021 l'actrice Renate Reinsve dans Julie en 12 chapitres, qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Cette fois-ci, Joachim Trier a décidé de rappeler son actrice fétiche pour Valeurs sentimentales, qui nous raconte l'histoire d'un père de famille interprété par Stellan Skarsgård. Gustave, donc cinéaste, père absent depuis de longues années, qui va revenir dans le foyer familial et tenter de convaincre sa fille de jouer dans son prochain film, puisqu'il lui a écrit un scénario vraiment sur mesure, chose qu'elle va refuser, puisqu'elle est quand même assez remontée contre son papa, qui était absent pendant de très longues années. Donc il va essayer de recoller les morceaux avec sa fille, mais en parallèle, il va quand même se mettre en quête d'une nouvelle actrice pour interpréter le rôle principal de son nouveau film. Et lors d'un festival de cinéma, il va tomber sur Rachel Kemp, une jeune actrice interprétée par Elle Fanning, qui a le vent en poupe, hein, vraiment. Donc, et elle qui est assez fascinée par son cinéma, parce que c'est quand même quelqu'un qui a laissé de grands films derrière lui, mais lui aussi était absent du grand écran pendant plusieurs années, est très excitée à l'idée de pouvoir jouer dans le nouveau projet, après autant d'absence, de Gustave au cinéma, donc dans son prochain film. Donc la production va avancer, il va y avoir les interviews, il va y avoir Netflix, il va y avoir tout ça, donc le film
va pouvoir rentrer en production, mais au fur et à mesure que le tournage avance, eh bien Rachel va se sentir pas très à l'aise parce qu'elle va pas arriver à camper, à se mettre à la place en fait de cette fille. Donc elle va essayer de se rapprocher justement de la fille du cinéaste pour essayer de voir comment elle pourrait appréhender le personnage, et c'est là que ça va faire remonter toute une histoire familiale. On va avoir des flashbacks, donc on est un peu entre Don't Come Knocking, je dirais, de Wim Wenders pour le côté où le papa, après de longues années, essaie de retrouver un peu la famille et puis de recréer, de retisser des liens. Et en même temps, on est un peu dans Here, où cette maison, hein, quand même, qui est assez caractéristique, hein, avec c'est pas en rouge à certains endroits, c'est une grande maison comme ça, où il s'est passé plein de choses en fait à travers les années. Donc on est un peu entre les deux, je dirais. Et donc, il va y avoir le rôle de la sœur aussi, qui est absolument génial, vraiment, parce qu'on va avoir à la fois les relations entre sœurs, entre fille et père. On va avoir vraiment, ça va être assez complet sur la lecture, je trouve, d'une famille, c'est-à-dire que les relations entre sœurs vont être très bien décrites, parce que, en fait, Nora a choisi eh bien, une carrière dans la comédie, donc quelque chose d'assez incertain. Elle navigue entre les hommes, un peu à la manière de Julie en 12 chapitres. Elle va avoir des histoires éphémères un peu sentimentales avec des hommes mariés, tandis que sa sœur, elle, est plutôt rangée dans un travail du quotidien, avec son mari, avec ses enfants. Voilà. Donc il y a aussi deux chemins complètement différents, avec des sœurs qui s'aiment beaucoup, qui s'entraident. Donc il y a quelque chose d'assez beau en fait qui va jaillir de ce film. Il porte très bien son nom, hein, Valeurs sentimentales, parce qu'il y a cette mélancolie très agréable. Il y a des choses qui sont en suspens. Il n'y a pas énormément de moments de... Les tensions sont suspendues en fait dans ce film. C'est pas un film où ça va clasher, ça va être du clash facile, des personnages qui vont sortir de leur gond, etc. C'est tout comme ça, de manière un peu sournoise, des choses, des non-dits. Voilà, c'est vraiment de manière sous-jacente que les tensions vont se faire sentir. Et ça ne peut arriver, ça ne peut se faire qu'avec des acteurs et des actrices bien, de talent. Et c'est vrai qu'elles arrivent véritablement, je trouve, toute cette équipe en fait, d'acteurs et actrices, à nous faire ressentir en fait, cette famille qui ne sait plus comment trop se parler. Donc voilà, donc sur le côté familial, c'est très bien vu. Sur le côté aussi où un cinéaste ou un scénariste, en fait, lorsqu'il écrit un scénario pour un acteur ou une actrice bien précise aussi, eh bien de voir un petit peu aussi comment c'est compliqué après de s'en sortir. Hein. Ça va être le cas, on va le voir dans un troisième temps avec Julia Ducournau, hein, qui avait écrit aussi le rôle en fait, du toxico, de l'oncle toxico pour Tahir Rahim dans Alpha, on va le voir tout à l'heure. Mais voilà, je ne spoile pas, mais on va revenir tout à l'heure. C'est pareil, voilà, quand on écrit en fait un rôle pour un acteur bien précis, eh c'est compliqué après si cet acteur refuse le rôle, bien sûr. Donc voilà, il va y avoir aussi un discours sur le cinéma. J'en dis pas plus donc sur le dénouement, mais c'est très beau parce que en fait, on montre aussi que une histoire familiale, c'est aussi comme un grand film. C'est-à-dire qu'on a cette maison aussi qui, en fait, est comment dirais-je aussi, qui pourrait être considéré comme un décor de cinéma, en fait. Et le film va très bien le montrer, en fait. On est tous aussi acteurs de sa propre vie de famille. Chacun a son rôle bien défini, etc. Et donc voilà, c'est assez bien montré. Il y a ce côté où cette maison devient en fait un peu un espace aussi de tournage, comme un plateau de tournage, et c'est très bien rendu. Donc voilà, je vais pas trop en révéler. Je dirais que c'est quand même un film assez touchant, assez beau. C'est pas un film où il y a de la surenchère, où on va essayer de prendre le spectateur comme ça par le cou en lui disant qu'il va trouver ça génial, etc. On lui met pas j'ai envie de dire le revolver sous la tempe pour lui dire aime ce film avec des effets trop gros. Vous voyez, parfois on veut trop convaincre le spectateur que le cinéaste a bien fait son travail. Non, c'est un film qui s'autorise justement à pas forcément vous donner exactement tout ce que vous avez envie. Et ça, j'aime bien justement. De revenir aussi à un cinéma où on prend le temps, où ça joue, où ça parle. Voilà. Et c'est pas parce que ça prend le temps qu'on s'ennuie. Et c'est là le talent aussi du cinéaste, d'arriver à agencer, à amener son sujet et tout en gardant un certain rythme en fait. Voilà, c'est un film qui n'a pas de problème de rythme malgré
eh bien un peu la lenteur comme ça de l'avancée de l'action, des péripéties, de son intrigue principale. Donc c'est assez fort, c'est assez subtil la manière dont c'est amené ce sujet. Donc je vous recommande vivement Valeurs sentimentales. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé. C'est le Grand Prix hein, du dernier Festival de Cannes. Alors on peut se dire parfois, voilà, hein, c'est pas toujours mérité. Mais franchement, c'est un très beau prix pour un film, effectivement, mélancolique, qui a un certain lyrisme, une certaine poésie aussi. Et puis ça rappelle évidemment que eh bien, le dialogue dans les familles n'est pas toujours évident, voilà. Tout le monde ne se comprend pas et c'est assez bien vu. Donc je vous recommande Valeurs sentimentales. Alors là, pour le coup, voilà, vous pouvez y aller sans faute, payez votre place, aucun problème. Vraiment, voilà, ça mérite tout à fait son Grand Prix du Festival de Cannes 2025. Je passe maintenant au troisième et dernier film du jour pour cette spéciale rentrée des films du vendredi. Alpha de Julia Ducournau. Julia Ducournau qui elle aussi est une réalisatrice qui a le vent en poupe hein, depuis évidemment Grave, mais surtout Titane, parce que Titane on en a vraiment parlé de partout. C'est la Palme d'Or, rappelez-vous, hein, il y a quelques années. Et qui avait redonné une chance au cinéma d'horreur, au film de genre hein, français. Donc c'était quand même quelque chose d'assez important qui s'était passé cette année-là. Et je crois que c'était en 2021 ou 2022, par là, 2021, ouais. Et de mémoire, et Julia Ducournau donc voilà, avait rappelé que ça faisait du bien de justement que l'Académie refasse entrer les monstres au cinéma, et c'était un beau discours en plus. Le film était aussi de qualité, même si j'avais quelques réserves, hein. Je vous remets le lien sur ma vidéo sur Titane. J'avais davantage préféré Grave, voilà. Cette fois-ci, donc, elle nous raconte l'histoire d'Alpha, 13 ans, qui va revenir d'une soirée très arrosée avec des amis de son âge, avec un tatouage qui va être fait par un des types bourrés de la soirée, en gros, hein, je dis ça très, très facilement, mais voilà, avec une aiguille en plus qui n'a pas été lavée, nettoyée, etc., donc absolument pas stérilisée, quoi. Donc elle va arriver avec ce tatouage horrible, avec ce gros A comme ça, et sa mère évidemment va être dans tous ses états. Et donc, en parallèle, on apprend aussi qu'un gros virus en fait circule en ce moment. Donc, on sent qu'on est un peu dans les années 80-90, hein, parce qu'en fait, c'est une allégorie du sida. On comprend en fait qu'on parle de ce virus qui a quand même bousculé quand même. Tout le monde se méfiait de tout le monde. En fait, personne ne voulait l'attraper, donc tout le monde se méfiait de tout le monde. Donc, et d'autant plus sur cette jeune personne, hein, cette jeune ado, qui va justement eh bien, être rejetée. Hein. On rejette les malades, on rejette ceux aussi qui nous font peur. Donc voilà, ça nous rappelle aussi ça, le traitement aussi des malades dans les hôpitaux à l'époque, justement, du sida, qui vont en plus avoir, et ça c'est le côté aussi très visuel du cinéma de Ducournau, c'est qu'en fait les malades du sida vont être présentés comme des personnages de marbre, en fait, comme des statues, en fait. Donc ça, effectivement, c'est assez visuel, ça pourrait être une belle idée. Bon, je trouve pas qu'elle en fasse forcément grand-chose après dans le film, voilà, c'est là, c'est ici, mais après je sais pas, voilà, c'est juste de manière esthétique, hein, c'est purement esthétique, c'est une belle idée, une belle proposition, effectivement, de montrer eh bien, des malades sous cette forme-là, parce qu'évidemment, il y a quelque chose de figé, hein, voilà, leur vie est en suspens, la société en même temps est en suspens, hein. Je reprends les termes de Ducournau, mais c'est exactement ça, effectivement, on le comprend dans le film, donc il va y avoir aussi cette histoire familiale, hein, parce que eh bien, il y a l'oncle, donc interprété par Tahar Rahim, qui va revenir lui aussi, c'est un toxicomane, et donc ils vont devoir cohabiter entre la mère, l'oncle toxique, et cette jeune adolescente qui essaie elle aussi de se construire, hein, mais dans un milieu familial qui est complètement destroy. Hein. Donc c'est pas évident pour elle, évidemment, d'autant plus qu'elle est rejetée par ses camarades, elle a des saignements, il y a cette séquence qui est peut-être la séquence la plus marquante, je trouve, pour moi. Alors après, ça titille le fan un peu de Carrie qui est en moi, parce qu'il y a une séquence qui m'a beaucoup rappelé Carrie de Brian De Palma, mais c'est la séquence de la piscine. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça va être très visuel, ça va évidemment titiller le fan du cinéma d'horreur, mais c'est une manière efficace dans l'action de montrer justement cette peur, cette crainte de l'autre à l'époque du sida. Voilà.
Après, je dirais que c'est un film qui a quelques moments de bravoure. Son final est assez beau. Il y a une très belle séquence finale sous forme de tempête de sable, un peu. J'en en dis pas plus, mais qui est assez soignée. Mais je trouve qu'il y a un problème aussi là d'agencement des séquences. Parce que c'est pas toujours très clair. En fait, il y a une double temporalité. Alors, on le comprend très bien, hein. Il y a un étalonnage et en fait une lumière spéciale, un peu plus dans les jaunes, oranges en fait quand on est dans le passé, une image plus sombre quand on est au présent. Donc voilà, il y a ce double temporalité, mais qui n'apporte pas grand-chose, je trouve, au message que veut faire passer Ducournau. En fait, c'est juste un effet de style. J'ai un peu l'impression cette double temporalité, mais ça n'apporte guère quelque chose dans voilà en fait ça ne raconte pas plus que ça sur le fond en fait ça n'apporte pas beaucoup plus de fond à l'histoire mais voilà c'est un petit effet de style je dirais. Et puis alors il y a ces dialogues qui sont pas toujours je trouve qui sonnent pas toujours très juste dans la bouche des personnages, soit c'est l'écriture soit c'est la direction d'acteur. Je pense peut-être que Ducournau a peut-être eu tendance, et c'est ce qu'on ressent, peut-être quand on l'écoute, quand on la voit travailler, ou à travers des vidéos, ou qu'on voit ses films, on se demande si elle n'accorde pas plus d'importance en fait au scénario, à ce qui va, comment dire, à ce qu'il y a d'intellectuel à tirer de ces séquences, c'est-à-dire qu'elle va penser intellectuellement sa séquence, mais peut-être au détriment parfois, en oubliant un petit peu quand même le côté direction d'acteur. C'est-à-dire que l'acteur, parfois, on a un peu l'impression qu'il est un peu livré à lui-même avec ses répliques et pas toujours facile en plus à restituer, alors qu'il y a de très bons acteurs, actrices. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça. Tahar Rahim, moi, je l'ai trouvé très convaincant, alors même si parfois c'est un petit peu too much, hein, il y a des choses un peu exacerbées dans son jeu, peut-être un peu théâtral, voilà, il prouve clairement voilà, on le sent toxico avec vraiment son addiction à la drogue et avec ses traumas, etc. Enfin, il a perdu en plus 20 kilos, je crois, pour le rôle, un truc comme ça. En tout cas, il est vraiment tout fin, la peau sur les os, il se mouvoie d'une manière vraiment, c'est lui-même en fait une sorte de monstre aussi, donc et une monstruosité aussi dans la banalité de ce quotidien avec ce toxico. Mais voilà, donc je sais pas trop où elle veut en venir finalement, parce que à part montrer, en fait jouer un peu à moi, je crois que c'était Christiane F, 13 ans, drogué, prostituée, vous savez, c'est ce film un peu trash comme ça, mais qui avait vraiment du sens, je trouve. On a l'impression qu'elle joue un petit peu avec ses références, à part montrer des personnages chocs qui vivent des choses atroces, on ne sait pas trop là où elle veut en venir, en fait, je trouve, avec ce film. On sent qu'elle montre une époque, bien sûr, où, en fait, voilà, encore une fois, hein, il y a un rejet du malade. J'avais noté quelque chose qu'elle avait dit de très juste, justement, à ce sujet. C'est la culpabilisation des malades. Voilà, ça, c'est le pire, de faire culpabiliser le malade. Et ce rejet qui est quand même assez terrible. Voilà, donc c'est plutôt bien montré. Après, voilà, je dirais que le film n'est pas totalement raté, hein, voilà, c'est une bonne proposition, mais on attend plus, je trouve, d'un troisième film de Ducournau, d'un troisième long métrage de cinéma de Julia Ducournau. Voilà, si ça avait été un premier long métrage, je trouve que ça aurait été un très bon premier film. Si ça avait été un projet, je sais pas moi, ancien, comme un moyen métrage qui aurait été étiré ou un court, voilà. Mais on sent que, je sais pas, c'est curieux. En tout cas, elle nous déroute parce qu'on était habitué à quelque chose de beaucoup plus clinquant, plus de grandiloquence avec Titane, où c'était très visuel, il y a ce truc avec le métal, avec ce show de tuning, etc. Et on rentre dans quelque chose de beaucoup plus finalement sobre avec ce film. Voilà, pas de grands effets, mais c'est là en fait où le bas blesse, c'est que du coup on s'attend, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai pris le film, c'est que je me suis dit, avant peut-être retourner à plus de simplicité, quitte à retourner là-dedans, et bien à retrouver le niveau de grave en fait, où il y avait quand même peu de séquences avec la famille, parce que là on a une grande séquence avec la famille à table et tout, ce qui n'apporte pas grand-chose, alors que dans Grave, il y avait tout ce qu'il y avait, il y avait voilà, très peu de séquences avec les parents, mais ça suffisait à comprendre un peu le contexte familial. Alors que là, je trouve que ça se répète beaucoup, on a compris qu'elle était toxico, on a compris que la maman est partagée entre essayer de bien éduquer sa fille et en même temps de ne pas laisser tomber eh bien son frère. Mais du coup, voilà, bon, c'est un peu...
c'est un peu long pour raconter ça, je trouve. Voilà, c'est à un moment donné, justement, le nombre de séquences accordées à la même idée est un peu répétitif, quoi. Et ça s'essouffle un petit peu, je trouve, à cause de ça. Voilà. Néanmoins, c'est un film intéressant. Il y a déjà l'introduction qui est très choc, hein, avec ce titre qui apparaît vraiment sous fond d'images craquelées comme ça. Enfin, on dirait un peu une intro. On sent un petit peu l'inspiration à la David Cronenberg. Voilà. Enfin, on sent que c'est quelqu'un de toute façon qui s'intéresse toujours au corps, à la représentation aussi de la monstruosité au cinéma, et ça continue quand même, et c'est un peu moins visible ici. Enfin, disons que c'est pas au premier plan, je veux dire, ça occupe pas tout l'espace, cette histoire de corps. C'est moins body horror, hein, comme on dit, c'est moins dans les codes directs du body horror, mais il y a ce rappel esthétique qui est là, qui est présent dans cet hôpital où il y a les malades, mais c'est un petit peu juste pour rappeler quand même que, avec quelques petites idées comme ça, qu'on est bien chez Julia Ducournau. Mais ça ne m'a pas suffi, personnellement. Voilà, donc j'ai quelques réserves envers le film, comme vous l'avez compris. Néanmoins, voilà, les 3 films du jour valent le coup d'œil. Je dirais que, vous savez, d'autant qu'en plus, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent beaucoup aimer Alpha. Il y en aura certainement, vous en ferez peut-être partie. Mais je pense que ça va diviser. Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu moyen, quoi. Voilà, c'est un Ducournau convenable, mais j'attends plus, en fait. Voilà, je sais qu'elle elle nous a tellement apporté plus, en fait, en qualité sur ses 2 premiers films, que du coup, voilà. Bon, c'est un gentil Ducournau, mais je m'attendais à plus fou. Voilà. C'est tout. Donc voilà, écoutez, faites-vous votre propre opinion sur les 3 films du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, on continue le débat. J'aime bien quand on continue le débat justement en commentaire, n'hésitez pas. C'est fait pour ça, cette chaîne c'est aussi la vôtre, c'est pour qu'on puisse débattre aussi tous ensemble des films qui font l'actualité du cinéma. Et justement en vous rappelant que tous ces films donc, sont à découvrir avec en priorité mon coup de cœur, Valeurs sentimentales de Joachim Trier, en première position, ça c'est clair, et donc à découvrir d'urgence dans les salles de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Ça y est, les amis, c'est la rentrée. Alors, on a commencé par des petits rattrapages de juillet-août. Maintenant, je vois déjà que des nouveaux films intéressants pointent le bout de leur nez ou sont déjà sortis à l'heure où je vous parle. Donc, c'est parti, hein. Nous sommes dans les starting blocks. On va pouvoir continuer avec les films de la rentrée. J'ai très hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je ne sais pas si je verrai le Aronofsky, le nouveau Darren Aronofsky, on verra. Peut-être je lui donnerai une chance. J'étais pas totalement convaincu par la bande-annonce, mais je sais qu'il y a d'autres films aussi qui arrivent. Donc, écoutez, stay tuned, comme on dit, hein. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!